Starbucks représente quelque chose au-delà d'une tasse de café. En tout cas, d'après les mots de son emblématique patron, Howard Schultz. Une affirmation à laquelle on aurait pu facilement souscrire il y a 15 ans, sauf qu'en 2024, Starbucks va très mal. En fait, on va le voir, l'entreprise aux 38 000 boutiques à travers le monde pourrait bien être en train de crever. Alors, étant donné à quel point l'entreprise est controversée et rassemble depuis fort longtemps une communauté de haters dont je fais partie, on pourrait avoir envie de se réjouir de cette mort annoncée. Sauf que ce qui est en train de disparaître, c'est justement pas la tasse de café, mais plutôt ce qu'il y a d'au-delà. Et pour le coup, cette dégringolade business pourrait être le symbole d'une désagrégation bien plus sournoise, la nôtre, qui, comme une lame de fond de discorde, serait en train de morceler nos sociétés, dont on observe un peu partout les fissures s'élargir au fil des faits divers et des échéances électorales. Rassurez-vous, dans cette vidéo, on va pas défendre Starbucks comme le lien sacré qui permettrait d'unir l'humanité et de rendre tous ses citoyens heureux, mais plutôt de comprendre, à travers l'histoire de la plus célèbre des chaînes de café et celle d'une autre entreprise tout aussi controversée, WeWork, comment le capitalisme et ses dévouées armées de start-upers ont peut-être, en tentant d'industrialiser le lien humain et ce qui fait que nous considérons notre voisin comme un égal et non pas comme un ennemi, définitivement déchiré le tissu qui permet à nos sociétés de fonctionner comme des organismes uniques et non pas comme un ensemble de cellules en concurrence les unes avec les autres. Accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, en suivant le parcours de ces deux funestes entrepreneurs, Howard Schultz et Adam Neumann, on va décortiquer l'importance vitale qu'ont dans nos existences ce que le sociologue américain Ray Oldenburg appelait les troisièmes lieux, et voir comment ces businessmen mégalomaniaques pourraient bien nous avoir déjà tous emportés dans leur chute. Je suis Alcide et vous regardez Sortie d'usine, alors faites-vous tranquillement couler un petit café et préparez-vous à danser sur les corps inanimés de nos civilisations engourdies. Avant d'être une chaîne de près de 40 000 établissements à travers le monde, Starbucks est surtout un exemple particulièrement touchant du fameux rêve américain. Parti d'une simple boutique ouverte par des copains passionnés, avant de devenir en quelques dizaines d'années un empire capitaliste inébranlable. Bon, l'histoire de cette montée en puissance est relativement célèbre, et se centre autour de 4 personnages. D'un côté, on a les 3 copains, Bowker, Ziegler et Baldwin, les fondateurs, et de l'autre côté, celui qui réussira à leur usurper le business, Howard Schultz. Les premiers sont donc un groupe d'amis, plutôt cultivés, issus du monde académique. Ils sont respectivement auteurs, profs d'histoire et profs d'anglais, et ont surtout en commun la passion du café. Des profs accros au café, ça ne surprendra personne. Lorsqu'ils ouvrent leur boutique à Seattle en 1971, ils ont surtout pour objectif de vendre des grains de haut de gamme, ainsi que des machines tout aussi luxueuses afin de rendre accessible la préparation d'un café de qualité supérieure pour une clientèle qui pense l'être tout autant, l'intelligentsia du Massachusetts. Ils se sont en fait largement inspirés pour leur projet de celui d'Alfred Pitt, un entrepreneur hollandais qui a monté sa boîte de l'autre côté des States, Pitt's Coffee & Tea, et s'est spécialisé dans l'import de grains de café de première qualité. Et ouais, ça demande de mettre des classeurs entre les tables pendant les examens, mais visiblement ça se gêne moins pour copier dans la vraie vie. C'est d'ailleurs à ce fameux Pitt que nos intellos improvisés entrepreneurs vont acheter les premiers grains de café qu'ils vendront dans leur boutique, s'inspirant également de ces méthodes de torréfaction qu'ils feront évoluer pour y ajouter leur touche personnelle. Bref, nos fondateurs ce sont des sortes de lettrés bourgeois bohèmes, plus intéressés par l'idée de vivre de leur passion dans leur petit monde là, petit bourgeois qui boit des petits cafés, que par le méga espoir de méga fonder une méga corporation. Et oui je sais, ça rend moins bien. Certes, ils ne sont pas rongés par l'ambition, mais leur boutique trouve vite son public, et les associés se retrouvent par effet d'opportunité à ouvrir 3 magasins supplémentaires à Seattle. Ben ouais, je force un peu le trait sur le fait que ce sont des serpents à lunettes d'académiciens, mais bon, même les mecs un peu chelous passionnés de café, ils aiment bien le fric, et vu la facilité avec laquelle ils rentrent, ça leur demande pas beaucoup d'efforts pour que ça pousse tout seul. Sauf que le fric facile, ça a tendance à éveiller l'intérêt des gens pas académiciens, au flair un peu plus excité par l'odeur du papier billet que par les arômes de grains torréfiés. Et c'est là qu'entre en scène notre 4e personnage, Howard Schultz. Schultz n'est pas passionné de café, il bosse à ce moment-là pour une entreprise suédoise, Amarplast, qui fabrique des équipements électroménagers, dont des cafetières. Schultz, en 1981, il remarque dans les comptes d'Amarplast qu'une petite entreprise nommée Starbucks achète une quantité pour le moins surprenante de cafetières à filtre. Alors il se dit, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil à leur boutique, parce que vu le volume qu'ils écoulent, avec seulement 4 points de vente, il y a sûrement un filon dont l'exploitation n'est pas tout à fait optimisée. Schultz n'est pas déçu du voyage, et il parvient à convaincre les 2 amis, oui ils sont plus que 2 parce qu'entre-temps Ziegler, le prof d'histoire, il s'était déjà barré du projet parce qu'il avait envie de faire autre chose, de l'embaucher en tant que directeur marketing. Et c'est là que tout va exploser. Dès le début, Schultz produit un travail efficace pour permettre aux boutiques de toucher un public plus large que les nerds du café, en les rendant plus accueillantes pour les nouveaux clients, en faisant preuve d'un peu plus de vulgarisation sur les produits pour les néophytes, pour les initier aux subtilités de la torréfaction de luxe.
Et ça fonctionne plutôt bien. Mais ça, c'est du détail. Ce qui va réellement tout changer, c'est que Schultz va avoir une idée pour changer complètement le modèle économique de Starbucks. Lors d'un voyage en Italie, où Howard se rend à Milan afin de participer à un genre de salon sur l'électroménager, le jeune commercial découvre la culture du café de nos voisins transalpins. Et je ne parle pas ici uniquement de leur passion pour le cappuccino, l'espresso, le ristretto, mais bien de la culture du café, non pas en tant que boisson, mais en tant que lieu. Rien qu'à Milan, il y en avait à ce moment-là plus de 1500, soit à peu près 10 pour 10 000 habitants. Pour vous donner un comparatif, c'est exactement la même proportion que le nombre de bars par habitant dans la région Bretagne. Alors si vous pensez que nos copains bretons sont les boss de l'alcoolisme, les Italiens sont bien les padronés du café. Pour Howard Schultz, c'est la révélation. Plutôt que de vendre des machines et des grains de café, si Starbucks veut s'imposer à l'échelle nationale, elle doit se positionner sur le créneau de la préparation de café, à consommer directement dans ses salons, en devenant non plus un magasin, mais un lieu à part entière, sur le modèle des cafétérias italiennes. De retour à Seattle avec son épiphanie commerciale, Howard Schultz s'empresse de la présenter à ses patrons, dont l'enthousiasme dépasse toutes ses attentes. En vrai, pas du tout, les gars lui ont dit... Ouais. Bah ouais, les types, on le redit, depuis le début, ils font leur truc, leur petite passion, des cafés un peu artisanaux de luxe là, avec leur process de torréfaction, de nerd, et ça les intéresse pas du tout de faire du service. Pourtant, Schultz est convaincu de son idée, c'est bien de vendre des cafetières et des grains à des aficionados, mais ce qu'il a vu en Italie, c'est que le café, le produit, peut permettre de bâtir autour de lui un café, un lieu, qui deviendrait alors un endroit de sociabilisation, d'interaction humaine, une expérience de marque. Mais pour qu'on puisse analyser ça, c'est bien parce que Schultz, il a réussi à les convaincre, les bons hommes, non? Aujourd'hui, Starbucks, ils vendent pas des cafetières. Ben non, pas vraiment. Schultz a bien eu le droit de temporairement tester l'expérience dans une des boutiques, qui s'est avéré ce qu'une mauvaise VF appellerait un putain de succès, mec. Mais malgré cela, Bowker et Baldwin, les deux fondateurs qui restent, refusent ne serait-ce que de diversifier leur activité et de multiplier l'expérience dans d'autres boutiques. Ça me fait marrer, le type devait tellement insister en disant s'il te plaît, 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 ils lui ont dit allez vas-y, va dans le coin là-bas derrière les cartons, on va voir si ça marche, en espérant grave que le mec allait se planter. Le gars, il réussit son coup, et les deux autres, ils bouffent leur somme, ils lui disent quand même non. Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est la torréfaction. Je trouve que c'est vraiment typique d'un mood de prof, ça me fait trop rire, et en vrai, un peu plaisir. Ce qui résume parfaitement mon rapport amour-haine avec l'éducation nationale. Face au refus catégorique des fondateurs de le suivre, Howard Schultz décide de quitter Starbucks pour fonder sa propre boîte, son propre café, son propre lieu, sous l'appellation Il Giornale. Bon, Baldwin et Bowker sont quand même sympas et puis ils aiment bien le fric, donc ils deviennent actionnaires de son entreprise pour l'aider à se lancer. Entre 1985 et 1987, Il Giornale devient rapidement une chaîne de café s'étendant dans de nombreuses villes des États-Unis. De leur côté, Baldwin et Bowker, qui en ont un peu marre de devoir gérer les boutiques et voudraient pouvoir se concentrer sur les processus de torréfaction, cette fois, je ne ferai pas de commentaires sur les profs, et décident donc de revendre Starbucks. Et qui c'est qui va racheter avec sa toute nouvelle fortune? Howard Schultz. Et oui, ça passe de main en main, on s'amuse bien depuis le début, mais on va enfin arriver dans une situation stable. Schultz unifie l'ensemble de ses activités, dont les boutiques Il Giornale, sous une marque unique, celle de Starbucks. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je ne pourrai plus faire cet accent italophobe. Il Giornale, une marque centrée autour de son concept de café, de lieu, de third place, qui connaîtra une croissance toujours plus grande, passant entre 88 et 2000 de 20 boutiques à 2500, puis à 20 000 en 2010, 38 000 en 2024. Alors ce succès, on l'a dit, il est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord la stratégie autour du lieu, autour de la sociabilisation, et puis également une stratégie de marque autour de l'expérience. Cette deuxième notion, celle de l'expérience de marque, on va pas trop l'aborder dans cette vidéo, parce qu'une ancienne production de Roro, un créatif à l'époque, l'a déjà traité avec beaucoup d'intelligence et de pertinence. Alors, plutôt que de faire une redite tant moins bien, je vous encourage à aller voir sa vidéo en cliquant là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la notion de lieu. Ou plutôt, je relâche le buzzword de third place, de tiers-lieu, de troisième endroit. Parce qu'elle est là la promesse, la proposition de valeur, l'idée de génie de Howard Schultz. Ne pas simplement proposer un magasin, mais un lieu de vie. Tirer profit du besoin naturel des humains en interaction sociale. Si j'utilise la version du mot anglaise, third place, que je traduis en troisième endroit, c'est parce que sa traduction officielle, tiers-lieu, charrie à mon avis aujourd'hui beaucoup d'idées et de concepts qui n'ont pas grand chose à voir avec celui qui a été développé par Ray Oldenburg en 1989, soit quelques années après le coup de génie de Howard Schultz, qu'on ne peut donc pas accuser d'avoir copié. Pas comme les profs, hein. Ray Oldenburg, né dans le Minnesota, est spécialisé dans la sociologie urbaine, c'est-à-dire l'étude de la manière dont la ville se construit autour de forces sociales, économiques et politiques, construction qui vient ensuite elle-même influencer ces aspects de la vie des citoyens. Les travaux qui ont rendu Oldenburg célèbre sont d'abord publiés dans un livre de 89, The Great Good Place,
Rien à voir avec la sitcom Netflix, on parle ici d'une analyse des lieux où se rencontrent les habitants d'une même communauté et qui constituent, selon Oldenburg, les seuls lieux de détente et de conversation permettant d'unifier des individus différents au sein d'un même groupe, au-delà des notions de statut social, de classe ou d'identité. Il baptise ce type de lieux les third places, les troisièmes endroits. Car selon le sociologue, on peut diviser l'espace géographiquement occupé par les humains en trois. Le premier lieu, c'est la maison, le foyer, l'intimité où chaque famille vit avec elle-même, en interface limitée avec ses voisins, et qui constitue naturellement l'endroit le plus important de la vie. C'est là que l'enfant naît, grandit, c'est donc l'environnement qui aura le plus d'impact sur sa culture et son développement, avant d'être absorbé par le monde du travail. Et c'est aussi là que le capitalisme le renverra après avoir épuisé ses ressources sous la forme d'un retraité bien essoré d'une existence de labeur. Parce que oui, vous l'aurez compris, le second lieu, c'est le travail. C'est l'endroit où l'individu est réduit à un rôle bien moins complexe, sa capacité de production. On rappelle que cette distinction géographique entre le lieu de résidence et le lieu de travail n'a pas toujours existé, que c'est une invention de la révolution industrielle, et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, il y a un très bon épisode de Sortie l'usine sur le sujet, à voir ici, je remettrai le lien en fin de vidéo. Et en plus de ces deux lieux primaires, vient donc s'ajouter le troisième lieu. Oldenburg souligne que cette expression de troisième lieu est impropre, car ces endroits existaient en réalité avant les lieux de travail, et devraient donc reléguer les usines, les bureaux au rang de troisième lieu. Mais il est bien obligé de concéder ce classement face à la révolution qu'a été l'industrialisation à travers la division de la vie entre les sphères privées et publiques. Car oui, cet ordre est défini par le niveau de dépendance que les êtres humains ont envers ces zones. Un individu a d'abord besoin d'une maison, même s'il ne travaille pas, puis la société capitaliste l'enjoint à prioriser une source de revenus avant ses besoins en socialisation, et cela se traduit également dans le temps qu'on passe dans chacun de ces trois lieux. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette third place? Eh bien, ce sont des lieux où les citoyens vont venir se détendre, rencontrer leurs amis ou de nouvelles personnes. Et ça, c'est la Great Good Place, l'endroit où s'anime l'esprit de l'humanité, où prennent leur sens nos misérables existences, où l'on vit réellement, où l'on s'échappe à la fois de sa famille et de son emploi. C'est un refuge tranquille, un asile loin des soucis de la vie, qui se caractérise justement par le fait qu'il n'est ni le domicile, ni le travail. Ces troisièmes endroits ont des caractéristiques relativement précises qui les rendent justement aptes à créer cet environnement favorable. Des caractéristiques qu'Oldenburg liste dans son essai. Uno, d'abord, la third place est neutre. C'est un endroit où on n'a pas besoin d'être invité, on y entre et on en sort comme on veut, ce n'est le territoire de personne. Vous n'avez ni l'obligation ni l'interdiction d'y être. Deuxio, la third place est inclusive au sens où elle égalise les statuts. Ici, vous n'échangez pas avec des gens parce qu'ils viennent du même milieu. La hiérarchie se fait plus discrète. Personne n'a d'autorité sur personne. Alex, le balayeur marrant qui nettoie le bureau de Monsieur Poulard, le directeur rasoir, devient enfin la star à côté de qui tout le monde veut s'asseoir juste parce que il est fun. C'est plus le statut qu'on a en dehors qui compte, c'est autre chose. Troisio, l'activité principale, c'est la discussion. Ça parle bien, de tout, on échange, on s'amuse. C'est le verbe qui fait qu'on y vient. Il peut y avoir des activités annexes comme la pétanque, le billard ou l'alcool, mais au fond, ce qui prédomine, c'est l'humain, la socialisation et non pas la performance. Il y a un exemple très drôle dans le bouquin d'Oldenburg où le sociologue va citer l'histoire d'un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Péranne. L'esprit, l'humour, le sarcasme, les insultes, les serments, la logique, la capacité à dramatiser donnaient au jeu l'essentiel de son intérêt. Les spectateurs se détournaient d'une partie menée par des joueurs certes aux performances exceptionnelles, mais incapables de théâtraliser les événements. La foule préférant se masser autour de boulistes médiocres, mais pleins d'esprit, flamboyants, dramatiques, capables de se montrer plus malins que leurs adversaires. Ces jeux de l'esprit, qui doivent rester légers et ne jamais tourner à la méchanceté, sont d'ailleurs également évoqués par Oldenburg dans le point 2, enfin le point 2io, l'inclusivité. Parce que l'esprit, le sens de la blague et de la boutade, c'est quelque chose qu'on peut retrouver indifféremment, peu importe le background social. C'est une manière d'effacer les corps sociaux. 4io, ça devient un peu plus physique, ou en tout cas matériel. La third place doit tout simplement être accessible et confortable. C'est couillon, mais faut qu'on puisse y aller sans faire 40 minutes de bagnole. Que ce soit également ouvert à des moments où on n'est ni au travail ni en train de dormir, et qu'on puisse y accéder quand on veut, sans réserver, que ce soit flexible et que ce soit pas quelque chose d'engageant de s'y rendre. Contrairement à la MIF et au TAF, qui sont généralement des emplois du temps bien plus régulés. Et puis logiquement, d'un point de vue matériel, il faut qu'on puisse y rester aussi longtemps si on le souhaite, donc qui est le strict minimum, c'est-à-dire de quoi boire, de quoi manger et de quoi aller aux toilettes. Ce sont des choses relativement évidentes. Ce qui est en revanche moins évident, c'est le 5io. Oldenburg préconise qu'une third place doit disposer d'habitués, de piliers de bar, de loustiques qui sont toujours là, comme certains d'entre vous dans mes commentaires. Petite dédicace parce que vous faites trop
trop plaisir. En fait, ce que dit notre sociologue, c'est que sans ces types-là, notre third place n'est qu'un grand espace vide, où personne n'a vraiment intérêt à se rendre parce que t'es pas sûr d'y trouver du monde, et qu'on le rappelle, un troisième lieu doit faire preuve de flexibilité, c'est pas t'appelles tes potes et tu dis on se retrouve à 15h, non. Non, là c'est t'as envie d'aller voir ta gang, tu vas dans ton troisième lieu et t'es sûr de trouver des copains ou des inconnus à qui parler. Ce sont ces habitués qui donnent son caractère au lieu, qui en créent la convivialité, l'atmosphère. Oldenburg prend ensuite le temps de décrire un bar sans habitués et je trouve l'image excellente, alors je suis obligé de vous la partager via une traduction maison avec quelques libertés. Les clients sont tous séparés par des chaises vides. Ils regardent leurs genoux ou s'occupent en arrachant l'étiquette de leur bouteille de croc. L'un étudie avec attention un prospectus abandonné sur le comptoir, tandis que l'autre regarde une vidéo de Cyrus North sur son téléphone comme si c'était d'un irrésistible intérêt. Règne une atmosphère de léthargie, sinon de franc désespoir. Chacun de ses clients est entré en espérant trouver à boire, certes, mais surtout une joie à partager, avec des compagnons de beuverie, cherchant un répit à leur solitude et leur ennui. Ils n'auront pourtant réussi qu'à intensifier leur sentiment d'incapacité à créer du lien avec qui que ce soit. Ils sont maudits, presque toujours, car un silence qui n'est pas immédiatement brisé entre des inconnus ne le sera sûrement jamais. Ouais, ça fout le cafard, hein. Mais je trouve que cette description, que j'ai réécrite un peu pour le plaisir, me parle vraiment, et doit, je pense, parler à pas mal de ceux qui ont essayé d'aller tout seuls dans un endroit random, qu'on y serve de l'alcool ou non, en espérant y trouver de nouveaux copains. D'après Oldenburg, c'est bien l'existence d'un noyau dur qui permet aux petits nouveaux de se faire accepter, parce qu'ils ont eux-mêmes été un jour des petits nouveaux. Bien sûr, son intégration au groupe prendra du temps, parce qu'il doit en gagner la confiance, mais le simple fait de venir régulièrement en fera un habitué. Et ce qui permet ça, c'est la présence préalable d'autres habitués. Sixio, et le Sixio rejoint un petit peu l'inclusivité, une third place doit être simple, rien de grandiose, rien d'ébahissant. Personne n'en fait la pub, c'est pas un endroit branché, on n'y va pas parce que c'est cool, c'est bien vu d'y aller. Parce que d'après Oldenburg, ces caractéristiques font qu'un lieu commence à avoir conscience de lui-même, de son image, et que mécaniquement, les individus qui s'y rendent font de même. On ne s'habille pas pour se rendre à la third place, on oublie l'esthétique, parce que sinon, certains deviennent timides et d'autres perdent leur humilité. Une third place est un endroit sans prétention. Sexto, sectio, septio, je vais arrêter là. 7e point, l'ambiance de la third place doit rester le jeu. On parle certes, on peut parler de choses sérieuses, mais si on arrête de le faire avec humour, sans y inclure une forme de jeu, d'esprit, de joute verbale, alors l'atmosphère change et n'est plus propice à l'échange de tous avec tous. Car à l'instar d'un bébé ourson jouant dans la neige avec ses petits frères, c'est le jeu qui permet à la joie et à l'acceptation de l'autre de supplanter l'anxiété et l'aliénation des propres mots d'Oldenburg. C'est aussi pour ça que la conversation, l'activité principale, prend encore autour d'activités annexes comme les cartes, la bière, les dominos ou le café. La magie du jeu fait que rien n'est important, tout est à prendre à la légère pour que chacun puisse faire partie de la même partie. Et puis pour finir, huitio, la 8e caractéristique, c'est que le 3e lieu doit donner l'impression d'être à la maison, en dehors de la maison. Pour l'instant, on va rester sur cette expression un petit peu cryptique et on va y revenir plus tard parce qu'on vient d'ingérer pas mal d'infos en pas beaucoup de temps, donc on va se laisser respirer un petit peu. Vous l'avez compris à travers tous les exemples, ces third places que dessine Oldenburg, ce ne sont pas ce que nous appelons aujourd'hui en France des tiers-lieux, qui sont souvent des endroits branchés, faisant la promotion de certaines valeurs, s'adressant généralement à un public relativement segmenté, et dans des cadres qui sont en général assez esthétiques et cool. On y organise des activités sérieuses, culturelles ou militantes. Bref, je critique pas le fait que ces lieux existent, ils sont pour certains relativement utiles à la vie culturelle des quartiers et des villes, mais à mon sens, on est très loin de ce que devrait être appelé un tiers-lieu, tel qu'il est décrit par le sociologue. Non, ce dont parle Oldenburg, ce sont des endroits qui ont toujours existé, sous de multiples formes, et qui ne deviennent pas des third place parce que quelqu'un l'a décidé, mais parce que ces caractéristiques ont fini par se rassembler pour les transformer en quelque chose de différent, un lieu de socialisation qui fait le cœur de la société tout entière. Oldenburg cite pêle-mêle l'agora grecque, le forum romain, qui étaient les institutions centrales dont les valeurs de ces civilisations disparues recommandaient qu'elles soient le lieu de vie principal des citoyens, que l'architecture des villes devait même favoriser au détriment des maisons individuelles, qui elles devaient rester modestes pour laisser place aux colisées, aux théâtres, aux amphithéâtres, dont l'accès était d'ailleurs gratuit. Dans le genre, on retrouve également les bains publics et les thermes, qui pour le coup ont beaucoup plus traversé l'histoire et les cultures, et qui remplissent ces critères de 3e lieu. On a également les barbiers, les salons de coiffure, des commerces plus petits où les gens se rassemblent pour échanger des ragots. Dans le monde anglo-saxon, on penserait évidemment aux pubs, à certains bars aussi qui occupent cette fonction. Dans une certaine mesure, on a aussi certains parcs ou encore les salles de jeux dans les pays asiatiques. Mais l'exemple qui est probablement le plus frappant et qui va nous permettre de revenir à notre protagoniste Howard Schultz, c'est celui du bistrot, du troquet, du café. C'est quelque chose qui est profondément associé au parcours du café, et là je parle de la boisson, dont l'histoire est si passionnante qu'il y aura peut-être un jour un épisode dédié à son industrie.
Mais c'est bien par cette pratique sociale que le café s'est répandu à travers le monde. Originaire d'Éthiopie, probablement transféré au Yémen au XVe siècle, puis sur la péninsule arabique, la caféinomanie gagne ensuite l'ensemble de l'Empire ottoman jusqu'aux portes de l'Europe à Istanbul. C'est alors l'apparition progressive des cafés en tant que lieu, où l'on moud les précieux grains, l'on boit et l'on parle. Les cafés deviennent des rassemblements sociaux où l'on discute politique et philosophie. La substance devient alors interdite par les autorités religieuses, sous prétexte qu'agissant comme un psychoactif, cette dernière doit être considérée haram par le Coran. Bon, on peut pas l'affirmer à 100%, mais on a de grandes raisons de penser que c'était surtout pour les risques que ça pose, pour des autorités religieuses, d'avoir des citoyens qui se rassemblent et réfléchissent un peu trop sans un dignitaire de la foi pour modérer les débats. Malgré cela, la boisson, propulsée par cette nouvelle third place qui fait tant de bien aux citoyens, continue de croître malgré la prohibition. Des cafés ouvrent donc à travers tout l'Empire, se propagent en Perse et à partir du XVIIe siècle dans toute l'Europe. Les troquets ouvrent dans les îles britanniques, en France, dans les pays germaniques, et puis dans les pays du sud de l'Europe avec notamment l'Italie. Systématiquement, ce sont des petits commerçants, des structures uniques, bien loin du capitalisme moderne et de ses gigacorporations. Jusqu'à ce que Howard Schultz comprenne, lors de son voyage à Milan, qu'il avait face à lui un marché essentiel qui n'existait pas du tout en Amérique. Et que lui vienne l'idée de transformer Starbucks en une société qui vend du café certes, mais industrialise surtout la notion de third place. Starbucks industrialisait donc la third place. Vous pourriez dire que c'est une affirmation un peu douteuse, d'autant que Howard Schultz voulait transposer ce modèle avant qu'Oldenburg ait proprement conceptualisé la notion, mais c'est bien sur ça que repose toute la stratégie du commercial américain. Ne plus simplement vendre du café, mais vendre une expérience culturelle, sociale, la maison en dehors de la maison. C'est même un concept dont ils se revendiquent officiellement sur leur site web ou même à travers leur formation en ligne, la Starbucks Global Academy, au travers d'une série de cours appelée Third Place Development Series. Il y a même une session qui s'appelle Being Kind with Leon Logothetis, être gentil avec Léon Logothetis. Alors ça me fait rire d'abord parce que l'absence de virgule fait qu'on pourrait comprendre que le cours c'est pour apprendre à être gentil avec Léon Logothetis. Genre le mec est tellement insup qu'il faut une formation pour être sympa avec lui. Mais même sans la faute, c'est un cours pour apprendre à être gentil quoi. J'ai même pas besoin de faire de blagues. En plus, je suis pas drôle. Au-delà de ses références directes au concept, Starbucks a même demandé officiellement à Ray Oldenburg pour qu'il valide leur boutique en tant que third place respectant officiellement les critères. Et notre vieux sociologue barbu, il aurait juste simplement dit non. On n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste qu'il a dit non. Mais le titre de la vidéo c'est Starbucks va crever. Alors qu'est-ce qui se passe? Y a quoi de nouveau? On va pas m'accuser de faire du clickbait quand même. Et ben en ce moment, d'un point de vue financier, Starbucks, c'est pas la grande forme. C'est tellement pas la grande forme qu'ils sont en train de transformer le fondement même de leur proposition de valeur. Et ils sont pas les seuls à avoir essayé d'industrialiser la third place, et ils sont pas non plus les premiers à essuyer un échec cuisant. Parce que, comme on va le voir, cette approche semble systématiquement finir en désillusion totale. Ouais, Starbucks est en train de vivre un sale moment, qui pose d'ailleurs question sur la viabilité à long terme de l'entreprise. À la fin du premier trimestre 2024, son nouveau CEO, Laxman Narasimhan, a annoncé des résultats qu'il a lui-même qualifiés de décevants, avec des ventes en recul pour la première fois de son histoire récente hors Covid, en repli de 3% aux États-Unis et même de 11% en Chine. Les revenus globaux ont diminué de 2%, soit encore pire que les plus mauvaises attentes des analystes économiques. Alors certes, moins 2%, ça peut ne pas sembler catastrophique, mais dans un monde dirigé par le capitalisme financier, les effets sont immédiats et dévastateurs, surtout quand on compare aux attentes qui s'approchaient, elles, d'une croissance de 10%. Si on regarde l'action Starbucks, on peut voir qu'elle a perdu un tiers de sa valeur en un an. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'après son nouveau patron, c'est la faute à la météo, à l'inflation, et puis à un soi-disant boycott de Starbucks dû à ses liens présumés avec Israël. Je fais une pause parce que je pense que ça nécessite quelques précisions assez importantes. En fait, il y a derrière ce boycott plusieurs choses. D'abord, la rumeur tenace qui dure depuis au moins 20 ans que Starbucks soutiendrait officiellement l'État d'Israël, le génocide et la colonisation en Palestine. Alors sur ça, j'ai fait pas mal de recherches et personnellement j'ai trouvé rien de factuel. Aucune preuve. Il semblerait que ces accusations soient principalement motivées par le fait que son patron, Howard Schultz, soit juif. Et là on est clairement sur de l'antisémitisme. Mais récemment, ce qui a réactivé le boycott, c'est des événements qui ont eu lieu dans les magasins Starbucks au Moyen-Orient. Certains employés syndiqués auraient été sanctionnés par la direction pour avoir partagé des messages de solidarité pro-palestinienne via les réseaux sociaux de leurs organisations syndicales. C'est, je trouve, un bon exemple de la nuance qu'il faut pour aborder ce genre de sujet. Dénoncer les actions des entreprises, c'est nécessaire, en particulier quand c'est des grosses corporations qui font de la répression syndicale, mais faut aussi voir que ça s'inscrit dans un contexte de rumeurs persistantes qui sont, sauf erreur encore une fois de ma part si j'ai mal cherché, juste dues au fait que le patron est juif. Là, on est sur clairement de l'antisémitisme pur et dur. Il y a 1000 raisons pour boycotter
côté Starbucks, le cas de répression syndicale en est une, mais des rumeurs dont les motivations apparaissent bien différentes, ce n'en est pas une. Et si on veut faire correctement notre travail militant, il faut qu'on soit capable de faire cette part des choses pour lutter à la fois contre la chèvre et le chou sans devenir ni la chèvre ni le chou. J'espère ne pas être trop cryptique, je voulais vraiment être clair pour appuyer cette nuance avant de continuer. Et si vous regardez cette vidéo 10 ans dans le futur, j'espère que les choses vont mieux. Donc la météo, le boycott, c'est ce sur quoi Narasimhan a rejeté la faute. Mais vous inquiétez pas, Howard Schultz, il est peut-être plus CEO, il est peut-être même plus au conseil d'administration de Starbucks, mais il est pas mort et il s'est pas gêné pour contredire publiquement le nouveau patron. Et vous connaissez sa marotte, il a dit que les raisons de cet effondrement, c'était l'abandon du concept de third place. Parce que oui, depuis quelques années, une révolution a discrètement lieu dans les dizaines de milliers de magasins de la chaîne. En 2022, alors que la transition entre Schultz et Narasimhan n'était même pas encore effective, l'entreprise a pris un virage étonnant, renonçant à sa stratégie qui existait depuis le début du concept de troisième lieu. Il faut dire que l'entreprise a vachement souffert du Covid. Les magasins ils étaient fermés, et elle s'est engouffrée dans l'opportunité de la livraison. L'analyse d'alors des stratégistes de Starbucks, c'est que non seulement les pratiques de consommation évoluent, mais qu'en plus, ce modèle est à la fois moins coûteux et donc plus rentable, tout en augmentant le panier moyen. En gros, sur le papier, c'est une aubaine, et c'est une stratégie qu'on retrouve également chez d'autres chaînes qui ont abandonné dans une certaine mesure l'aspect lieu qu'ils possédaient. Ça se voit beaucoup dans des sociétés de restauration comme Burger King ou l'américain Chipotle, c'est pas très connu en France, qui misaient beaucoup sur la convivialité de leurs restaurants physiques et qui se tournent aujourd'hui plutôt sur la livraison. Le capitalisme exige une optimisation de la rentabilité, on va lui donner. Et Starbucks de tordre d'autant plus le concept de third place. Nous étendons l'expérience du tiers-lieu au-delà de nos magasins physiques pour rencontrer nos clients où qu'ils soient. Waouh! Vous serez d'accord qu'on est en train de partir vraiment très loin du concept qui a été décrit par Oldenburg. Alors maintenant, je vais spoiler le titre. Est-ce que Starbucks va crever ? C'est assez improbable. Ils vont sûrement devenir autre chose, une entreprise de restauration classique, centrée autour de l'expérience de marque, mais le rêve de Schultz, on peut le dire plus certainement, il va crever, parce que le capitalisme semble incapable de s'approprier le concept de third place, d'en faire quelque chose qui rentre dans ses attentes en termes de rentabilité. Et ça, on a d'autres exemples pour s'en rendre compte. Notamment l'un des échecs les plus spectaculaires de l'ère du capitalisme post-Covid. On va enfin parler d'Adam Neumann. Si vous ne connaissez pas Adam Neumann, vous devriez. Ce type est la caricature du patron complètement mégalo, le symbole des dérèglements du capitalisme tech sauce startup, et son histoire c'est celle d'une entreprise cotée en bourse à 50 milliards en 2019, aujourd'hui déclarée en faillite et croulant sous la somme faramineuse de 18 milliards de dettes. Cette boîte, c'est WeWork, une entreprise de bureaux spécialisée dans le coworking, une activité en apparence tout à fait banale. Le rapport entre le coworking et le café, la third place. Comme disait son patron, WeWork ne loue pas des bureaux, mais vend une expérience, une communauté. Maintenant, laissez-moi vous raconter la vie de cet Adam Neumann pour que vous saisissiez toute l'excentricité du personnage. Adam Neumann est un entrepreneur né. Pas dans le sens où il excellerait dans les affaires, mais parce que c'est son destin, parce que s'il est venu au monde, c'est pour l'entrepreneuriat. Originaire de Tel Aviv, il passe quelques années de son adolescence aux États-Unis, avant de retourner s'installer en Israël, dans un kibbutz à la frontière de la bande de Gaza. Cet élément est important. Un kibbutz, c'est une communauté rurale juive vivant sur un mode initialement collectiviste à la fondation d'Israël, mais qui devient petit à petit libéral à partir des années 90. Ces communautés sont considérées comme des unités de peuplement, dans certains cas ouvertement colonisatrices, mais qui préconisent surtout un partage des biens. Le travail certes individuel, mais la coopération pour les aspects économiques et éducatifs. Bref, c'est une sorte d'écosystème fermé qui vise une forme d'autosuffisance pour peupler un territoire, en organisant la vie autour d'édifices mis en commun au centre du kibbutz. C'est ce mode de vie particulier qui marquera profondément Neumann et lui donnera l'idée de repenser le bureau sous la forme d'un kibbutz capitaliste d'après ses propres mots. Une idée qu'il va ensuite incarner via son entreprise WeWork, fondée en 2010. Adam Neumann n'en est pas à son coup d'essai. Auparavant, le pélo avait déjà essayé de faire fortune en lançant, avec l'aide d'un petit 100K prêté par mamie, une entreprise de chaussures à talons rétractables, puis une marque de vêtements pour bébés avec genouillère intégrée. Des idées farfelues dignes d'inspecteur gadget, débouchant évidemment sur des désastres commerciaux qui ont vu tout l'argent de mamie partir en fumée. C'est pas une blague le truc de mamie, c'est vraiment sa grand-mère qui lui a filé de belles étrennes. Mais Neumann, qui a abandonné ses études et ne dispose d'aucun diplôme, fait preuve de ressources et de pugnacité, car il sait que seul l'entrepreneuriat lui permettra de répondre à ses ambitions démesurées et à la très haute estime qu'il a de lui-même. Cette fois, son idée, ce sera la bonne, et elle est terriblement innovante. Le bureau partagé.
Bon, ok, c'est pas du tout innovant. C'est même un secteur d'activité complètement saturé. Mais là où Newman va être très fort, c'est pour vendre cette idée et trouver des actionnaires. En recouvrant son concept d'un vernis tech et d'un vernis third place, deux choses très à la mode, il parvient à convaincre les plus grands noms d'investir dans son projet. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, le mania des médias Rupert Murdoch, l'entrepreneur de l'immobilier Mort Zuckerman, le type du World Trade Center, Larry Silverstein, et puis surtout le patron de SoftBank, Son Masayoshi. Alors juste pour vous donner un peu de contexte, SoftBank c'est une banque japonaise avec une politique d'investissement très courageuse, on va dire, qui réalise à ce moment-là des dizaines de milliards d'investissements dans des startups très prometteuses de l'époque, toutes plutôt orientées dans le milieu de la tech. Et pour WeWork, Masayoshi va mettre 10 milliards de dollars sur la table. Pas des milliards de yens, des milliards de dollars. Je sais que je suis taré, mais Massa l'est encore plus, aurait dit lui-même Adam Newman. Il appelle son poteau Massa. Ce que j'aime bien dans ce genre d'histoire, c'est que nous, les gens normaux, on imagine souvent les patrons, les politiciens, les banquiers, les milliardaires comme des gens forcément un peu super smart. C'est obligé, ils réfléchissent différemment, on peut pas faire n'importe quoi à ces niveaux-là. Il faut faire preuve de super perspicacité, de peser en permanence le pour et le contre, de consulter ses conseillers. J'ai de plus en plus l'impression, plus j'en sais sur les gens, que c'est pas du tout le cas. Ils sont aussi cons que toi et moi, mais la seule chose qu'ils ont en plus, c'est de la thune et du pouvoir. Et il suffit de regarder le comportement de Newman une fois tout cet argent obtenu pour s'en convaincre. Le type aux manettes sera apparemment tout le temps un joint au bec, en train de boire de l'alcool, ou les deux en même temps. En permanence dans un espèce de délire mégalomaniaque, le type sort des déclarations hallucinantes. Sans exagérer, il se prend carrément pour Jésus et croit pouvoir mettre fin à toutes les guerres dans le monde. Quand les pays se tirent les uns sur les autres, je veux qu'ils viennent me voir. En vrai, cette phrase, c'est clairement ce que dirait le fou du bus, mais il arrive carrément à convaincre l'autre fou du bus, Donald Trump, qui est à ce moment-là président de la République, en passant par son gendre Jared Kushner, qu'il serait en mesure d'apporter la paix en Palestine via un plan de reconstruction carrément futuriste. Bon, quelques années plus tard, vous voyez bien que ça a rien donné, mais le type a quand même un sacré culot. Et il y croit. On lui a dit, si t'es si malin, résous le conflit israélo-palestinien. Et le gars a dit, allez, je fais un PowerPoint. Pour le plaisir, une autre citation. Il y a 150 000 orphelins dans le monde. Je veux résoudre ce problème en leur donnant une nouvelle famille, la famille WeWork. Je sais même pas ce qu'il faut comprendre. Est-ce que le type veut esclavagiser tous les orphelins de la planète ou bien les faire habiter dans des espaces de coworking? Le type dit tout haut dans les médias ce que tous les fous du bus du monde entier disent tout haut aussi, mais dans le bus. Enfin, en parlant de la famille WeWork, c'est peut-être le moment de se concentrer sur la véritable proposition de valeur de l'entreprise. Parce que la vraie idée du début de Newman, elle a bien un lien avec Starbucks. En fait, Adam Newman se dit en 2010, donc quelques années après la crise des subprimes, qu'il y a des tas de bâtiments inoccupés à New York et que tous les chômeurs qui sont en train de chercher du travail en sortie de crise vont sûrement préférer un lieu dédié pour envoyer leur CV plutôt que de s'installer au Starbucks du coin. Sauf qu'ici, au lieu de leur faire payer via les consos l'expérience de third place, les gens vont juste payer une sorte de mini-loyer horaire pour occuper des bureaux partagés. Le pari, c'est que les générations plus récentes sur le marché de l'emploi, comme les millennials ou les Gen Z qui approchent, n'ont plus la même notion de travail. Ils ont plus cette distinction maison-bureau, ils ont plus envie d'avoir des horaires fixes, il y a moins de distinction entre les amis et les collègues. Les choses se désegmentent, alors proposons-leur un troisième endroit qui leur permette de tout fusionner, la détente, la sociabilisation, des activités du soir comme du yoga, de l'œnologie, des débats. Bref, on essaye de sortir le travail du lieu secondaire, celui de l'entreprise, pour l'emmener dans un lieu externe, différent à la fois du domicile et du bureau. C'est l'espace de coworking qui mêle le travail à autant d'autres activités dans une ambiance décontractée. Encore une fois, l'appellation de third place, je la sors pas de mon chapeau, c'est WeWork eux-mêmes qui l'utilisent pour décrire leur bureau. Au-delà de ce vernis générationnel, pour convaincre ses investisseurs, WeWork ajoute également une couche de tech, en truffant ses bureaux de capteurs permettant de mesurer l'utilisation des lieux, pour optimiser la manière dont les clients s'y installent. Mais ça, c'est surtout pour convaincre les business angels, parce que le fondamental de la promesse de Newman, c'est « You will join a community ». Écoutons un peu ce qu'en pense François-Xavier de Vaujany, enseignant-chercheur en théorie des organisations à l'université Paris-Dauphine, qui intervient dans l'émission de France Culture, Entendez-vous l'écho. Et c'est un déni total du mode de fonctionnement même de ce que c'est qu'une communauté. Ça marche avec des dons, des contre-dons, il faut se renifler de façon un peu animale, il faut des temporalités, il faut sentir qu'il y a une vraie possibilité du contre-don en face. Et en permanence, pourtant, Newman parle de organic community. Il dit c'est quelque chose qui ne se décrète pas, c'est quelque chose par contre qui se facilite. Donc il voit bien un petit peu les paradoxes dans lesquels il est pris. Et je pense qu'il y a un gros déni de la part de Newman et des équipes de WeWork en général sur ce que c'est fondamentalement qu'une communauté. Une communauté, c'est pas quelque chose qui se capture par une espèce de LinkedIn intérieur.
Et je pense que si c'est la promesse centrale et si c'est la valeur centrale qui est promise par la société, voilà, on touche à une des explications de ce désastre. Comme vient de le dire le monsieur, malgré tous les arguments de Newman, WeWork ne devient jamais rentable. Ça marche un peu, hein, les gens ont toujours besoin de louer des bureaux, mais la communauté, la mayonnaise ne prend pas. En 2019, Newman se fait débarquer par SoftBank, qui rachète 80% de l'activité. Mais ne vous en faites pas pour notre jeune prodige, il part avec un sacré parachute doré à 2 milliards de dollars. L'entreprise finit par être cotée en bourse en 2020 avec une action qui commence à 400 € pour s'effondrer à une dizaine de cents aujourd'hui, soit une division par 4000. WeWork est aujourd'hui déclaré en faillite, les actionnaires ont tous virtuellement perdu leur argent et les investisseurs du début ont très peu de chances de revoir leurs 12 milliards. Alors qu'est-ce que ces deux histoires veulent dire? Est-ce que c'est impossible de faire son beurre sur la third place? Ce serait inimaginable de vendre à l'échelle industrielle, de la sociabilisation, de la communauté, un espace d'échange? Qu'est-ce qui fait que ces lieux ne fonctionnent pas comme ils le devraient? Pour comprendre, je vous propose de nous baser sur une étude de Sociopol publiée en 2021 par Robin Wagner Pacifici, une enseignante-chercheuse d'un institut de sociologie à New York, au sous-titre magnifique. Clients, oisifs et traînards dans le tiers-lieu capitaliste. Wagner Pacifici introduit son sujet via un fait divers sur fond de tension raciale, comme il en arrive très régulièrement aux États-Unis. En 2018, 2 Afro-Américains à Philadelphie sont arrêtés par la police, sans raison apparente, simplement parce qu'ils se sont rendus dans une third place où ils n'ont pas souhaité consommer. On parle pas d'un squat, hein. Les deux types arrivent à 16h35, ils y viennent pour un rendez-vous, une réunion à 16h45, avec un troisième homme, blanc pour sa part, mais qui n'est pas encore là. Les employés insistent pour savoir si les deux hommes veulent consommer, mais non, ça va, ils ont besoin de rien. Et les employés, ils insistent, le manager, il insiste. Et puis, à 16h37, au bout de seulement 2 minutes donc, le manager appelle la police. Celle-ci débarque et procède tout naturellement à l'arrestation de nos protagonistes. Pendant ce temps, le troisième associé, blanc, on le rappelle, débarque et découvre ses collègues menottés, puis les regarde impuissants, être emmenés au poste pour une garde à vue de 9 heures. Les témoins de la scène sont unanimes. Les deux hommes n'ont à aucun moment élevé la voix, ni face aux employés, ni face au manager ou à la police. Ils ont simplement été là pendant littéralement 2 minutes sans commander, et ça a suffi pour qu'on les considère comme des indésirables. Pourtant, une autre cliente présente ce jour-là indique qu'elle était aussi assise dans ce même Starbucks depuis plusieurs heures sans avoir rien consommé. Et personne n'est venu la faire chier. On peut, à mon avis, supposer que cette autre personne n'était pas afro-américaine, et que cette arrestation repose sur le racisme ordinaire et généralisé en Amérique du Nord. À la suite de cette histoire, évidemment, gros bad buzz, la ville leur donne un dollar symbolique pour s'excuser, merci les mecs, et Starbucks file une enveloppe sous le manteau, à mon avis un peu plus conséquente, et ferme même ses boutiques toute une journée pour, je cite, former ses employés à la diversité. Donc après la formation être gentil, la formation ne pas être raciste challenge, c'est vraiment triste que ce soit nécessaire. Mais surtout, Starbucks en profite pour standardiser la règle. Tout client est le bienvenu pour utiliser les espaces Starbucks, y compris nos toilettes, cafés et terrasses, qu'il fasse ou non un achat. Mais du coup, c'est marrant, relève Wagner Pacifici, parce qu'on a désormais un client, un customer dans le communiqué original, qui pourtant ne consomme pas, n'achète rien. Donc ça, ce que ça sous-tend, c'est que ta présence elle-même dans cet espace qui est le Starbucks, ou par généralisation dans ce qu'on pourrait appeler un tiers-lieu industrialisé, un tiers-lieu capitaliste, ça suffit à faire de toi un client. Et la chercheuse d'interroger, c'est quoi cet espace au final qui veut se situer entre l'espace privé de commerce, dédié au profit, et l'espace public disponible à l'observation mutuelle et à l'interaction entre individus? Dans la plupart des third places qu'on a vus, le café, le pub, le barbier, les gens vont acheter du café, de la bière ou se faire coiffer. Ce sont donc bien des clients. Mais que ce soit dans ces lieux traditionnels ou dans un Starbucks, on peut apparemment ne rien consommer, ne rien acheter et quand même être considéré comme un client. Et chez Starbucks, c'est pas simplement un vœu pieux, On a un exemple avec notamment la personne là qui avait témoigné et qui disait être resté là plusieurs heures sans consommer sans qu'on vienne rien lui dire. Apparemment, le tiers-lieu capitaliste considère donc une catégorie supplémentaire, celle des oisifs, c'est-à-dire de ceux qui ne font rien, de ceux qui ne sont rien. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Qui n'ont en quelque sorte pas à être là et qui sont des indésirables contrairement aux vrais clients. Ne tournons pas autour du pot, clairement dans notre histoire, les équipes de Starbucks ont considéré qu'un blanc qui vient et qui ne consomme pas est un client, mais que des afro-américains qui viennent et qui ne consomment pas sont des oisifs. Le capitalisme est un système raciste, on n'apprend rien de nouveau ici, mais ça montre déjà d'une certaine manière que le tiers-lieu capitalisme ne peut pas être un vrai tiers-lieu tel que défini par Oldenburg, puisqu'il ne respecte tout simplement pas certains critères, en l'espèce l'inclusivité. En conséquence, Starbucks ne peut pas remplir les fonctions
de sociabilisation interclasse d'une société. Mais ça reste tout de même surprenant que des clients qui ne consomment pas soient acceptés. Je cite, il est contre-intuitif de prétendre que le flânage est un modèle commercial. Il faut nécessairement qu'une partie des clients du Starbucks soient des consommateurs pour que l'entreprise qui est derrière le magasin génère des profits et soit rentable. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt de trier les gens qui ne consomment pas. Il faut que cette population devienne un argument marketing pour attirer ceux qui consomment. Le profit n'est pas le premier objectif de la third place et vouloir la commercialiser. Et quand je dis commercialiser, ici je parle d'échelle industrielle et donc d'échelle financière. Et ben ça, c'est antinomique. Les third places traditionnels ont un autre point en commun qu'Oldenburg n'a pas cité clairement dans son essai original, mais qu'il a ensuite explicité dans des publications ultérieures. Le troisième lieu ne peut pas être trop coûteux, sinon on perd l'inclusivité, on perd la flexibilité, on ne sociabilise plus avec la société tout entière. Que ce soit pour Starbucks ou pour WeWork, ou pour toutes les entreprises qui caressent le doux rêve d'industrialiser les tiers-lieux, on ne peut que constater son incompatibilité avec les attentes en termes de profitabilité de la finance qui régule ces marchés. Au mieux, ces corporations peuvent maquiller leur activité réelle derrière un déguisement d'interaction sociale. Mais c'est de la communication, du marketing, du mensonge, et ce ne sera jamais vraiment ce qu'ils vendent. L'implémenter réellement, ça coûterait tout simplement trop cher. WeWork n'a d'une part jamais réussi à créer l'esprit de communauté qu'il visait, mais n'a d'autre part jamais atteint la rentabilité face aux énormes dépenses que représentait ce modèle. Starbucks, lui, a toujours fonctionné sur une illusion d'interaction, de conditions favorables à l'échange. Mais ses bénéfices reposaient en réalité sur le turnover des clients et sur la capacité de ses employés à leur faire mettre un maximum de suppléments sur leur cappuccino latte Balenciaga. Il giornale. C'était juste pour le plaisir. La promesse de la third place est par nature l'antithèse de l'optimisation des profits, qui sont pourtant attendus par les investisseurs qui viennent amener le capital nécessaire à l'établissement de ces super chaînes. Il ne leur reste donc que l'option du vernis, du maquillage cool et inclusif, qui peinent à masquer les pratiques commerciales sur lesquelles repose réellement l'activité. Et c'est pour ça que toutes ces entreprises finissent par se détourner de leurs promesses initiales. Leurs contradictions, leurs mensonges s'accumulent et grossissent jusqu'à devenir intenables, d'où les pivots qu'on observe. La third place n'est pas soluble dans le capitalisme, et ça, tout le monde l'a bien compris. Même Oldenburg l'a précisé dans un article publié 10 ans plus tard. With very few exceptions, third places have been and remain local, independently owned, commercial establishments. Chain establishments run by large corporations can, at best, yield less hardy forms of third places, subject to the cash flow of distant owners. English. Di-di-di-di-di. Alors, super, on pourrait se dire, c'est bon, les vrais third place sont enfin débarrassés de cette concurrence écrasante. La société va de nouveau pouvoir retourner dans les bars, dans les cafés, se rencontrer, échanger, rigoler, redevenir une. C'est malheureusement peu probable. Parce qu'après avoir arraché le jouet de la main des citoyens, l'avoir secoué dans tous les sens, puis l'avoir balancé dans un coin de la pièce, le capitalisme pourrait bien avoir définitivement cassé les tiers-lieux. Et pas sûr que nos sociétés morcelées soient aujourd'hui en mesure de recoller leurs propres morceaux. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, la concurrence de ces chaînes a écrasé ce qu'on appelle traditionnellement les petits commerces, les vrais third places. Eux qui n'avaient pas vocation à avoir une profitabilité optimisée, mais simplement permettre à leurs propriétaires de vivre, se sont retrouvés privés d'une part de leur clientèle, et pas de n'importe laquelle, de celle qui avait les moyens. Celle qui pouvait justement partir dans des lieux plus chers, avec une marque, un prestige. Et s'il te reste que les oisifs justement, forcément ça met un coup dans l'aile au business. Alors ça fermait petit à petit. Quand les vieilles générations partaient, personne ne voulait reprendre. Et puis il y a eu la pandémie, dont les plus faibles n'ont pas pu se relever. De 5000 en 1900, les bistrots et les cafés sont passés à 200 000 en 1960, puis à moins de 40 000 en 2016. Si cette tendance n'est pas uniquement imputable à la concurrence des chaînes, elle est tout de même assez flagrante. Ces lieux d'échange dont Oldenburg disait qu'ils constituent le tissu du pays et la base du bonheur des individus sont en train de disparaître, lentement mais sûrement. Et les conséquences, elles sont bien là. Notre fragmentation, notre repli sur nous-mêmes, à la fois en tant que personne et en tant que société. J'ai un peu de mal à vous présenter des chiffres sur l'isolement, parce que ces dernières années montrent plutôt une embellie par rapport aux années confinement, logique. Mais globalement, l'isolement et le sentiment de solitude sont à la hausse. Un phénomène qu'on observe en particulier chez les jeunes, les vieux et les précaires. Vous voyez le lien entre ces trois catégories ? Si on reprend nos trois lieux, la maison, le travail et le tiers-lieu, on peut rapidement comprendre ce qui se passe pour ces trois-là. Les vieux d'abord n'ont plus leur second lieu, le bureau ou l'usine, parce qu'ils sont à la retraite. Les précaires, eux, n'ont pas les moyens de sortir dans les tiers-lieux capitalistes, et puisque chômage et précarité sont liés, il n'y a plus que le premier lieu, le domicile. Et pour les jeunes, là c'est le carnage. On parle de 2 millions de jeunes qui se déclarent frappés de solitude, avec une situation particulièrement alarmante chez les 25-30 ans, c'est-à-dire les jeunes adultes.
Et là, c'est un sacré cocktail. Souvent beaucoup de précarité, une insertion dans l'emploi compliquée, et puis pas de potes quoi. Comment tu rencontres des gens quand tu connais personne à 25 ans et que t'as pas de thunes dans le monde d'aujourd'hui? Je dis pas que c'est impossible, hein, mais c'est vraiment pas simple. Et cette solitude, elle s'accompagne d'une fragmentation de la société autour de justement ce qu'aplanissaient les third place. La classe sociale, l'identité culturelle, toutes ces choses qui sont en permanence au cœur des débats dans les médias, comme si nous avions plus de choses qui nous différencient que de choses qui nous rapprochent. La stat qui fait vraiment peur, c'est celle-ci. La méfiance que nous avons les uns envers les autres croît encore plus rapidement que la solitude. Alors, chacun se replie sur soi. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que aujourd'hui, je vais pas vous dire le contraire, les cafés et les bistrots qui restent, ils font pas forcément envie. Peuplés de vestiges d'une certaine France, ils n'auront peut-être regardé que ceux qui sont les plus réfractaires au changement, ceux qui sont justement le plus repliés sur eux-mêmes. J'avoue, je m'imagine pas du tout en rentrant du boulot aller poser mon cul au bar en bas avec les papys grecs qui jouent au domino. Bon, après, je parle pas encore bien grec, donc ça n'aide pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Je précise parce que je me rends compte en lisant mon script qu'on dirait que je suis juste raciste, mais j'habite en grec. Oh attends, je le ferai au montage. Et puis, au-delà de ces aspects d'unité de la société, de lutte contre la solitude, de proposer un cadre de vie épanouissant à chacun, il y a un autre sujet qui, depuis le début, est un peu implicite quand on parle de notre concept de third place. Mais si, rappelez-vous, pourquoi les imams de l'Empire ottoman, ils ont décidé d'interdire le café? Parce qu'au café, on parlait politique, on parlait philosophie. Et c'est pas simplement des discussions de piliers de bar en mode « Annie Dingo, tu fais chier avec tes vélos » ou « Macron, explosion !» Même si Macron explosion, hein. Mais c'est un des seuls endroits où les gens peuvent se rassembler entre inconnus et échanger des idées. D'ailleurs, en disant Macron explosion, maintenant que j'y pense, hein, c'est aussi cette disparition des agoras publics où se croisent des gens de tous horizons qui a conduit les gilets jaunes à s'approprier les ronds-points, ces carrefours où tout le monde est obligé de passer, peu importe ta classe sociale. C'était leur dernière agora. On en a parlé dans une ancienne vidéo que j'aime toujours bien, donc je vous mettrai le lien en fin de vidéo, je vous recommande vraiment d'aller la voir. Parce que oui, les cafés ont vraiment joué un rôle crucial dans l'émergence d'idées politiques, de philosophie et de mouvements aussi. Et je ne parle pas simplement ici de la propension des grands écrivains du XXe siècle à se poser en terrasse des troquets, mais bien de révolutions historiques qui ont été rendues possibles par ces third places. Pour Oldenburg, les coffee houses anglaises, qu'on appelle les penny universities, avec leur terrain d'égalité, de liberté d'expression, ont été les précurseurs de la démocratie. C'était en quelque sorte des écoles sans maître, sans prof, des sortes de débats libres, des octogones sans règles, où l'on discutait astronomie, littérature, mathématiques, même calvinisme, enfin bref, de vraies écoles populaires. En France aussi, le café Procope, où se mêlaient artistes, intellectuels, politiciens et paris populaires, fut l'un des laboratoires de la Révolution. On parle quand même de grands noms comme Voltaire, Gambetta, Diderot ou encore Benjamin Franklin. Alors le Procope, c'est un lieu raffiné, mais c'est clairement pas le seul. Par exemple, c'est au Café de Foix, à Paris encore, rue de Richelieu, que Robespierre a pu se tailler une réputation politique. Et encore plus fou, c'est aussi de là que fut lancé le premier signal d'insurrection qui mena à la prise de la Bastille. Encore plus paradoxal, ce café devient par la suite, après la Révolution, le quartier général des contre-révolutionnaires qui s'y rassemblaient pour comploter pour le retour de la monarchie. Parce que c'est ça le café, c'est le territoire de personne, un endroit où on échange sans maître, où l'on construit tous ensemble, malgré nos divergences, des projets pour la société, qu'ils soient révolutionnaires ou monarchistes, et qu'on peut se rassembler non pas au-delà de nos différences, mais en les faisant vivre. C'est pas à la maison ou au travail que la société existe, c'est au café. Et pas au Starbucks. Pour paraphraser encore une nouvelle fois Oldenburg, parce qu'il faut avouer que le gars dit pas que des conneries, It should surprise no one that political literacy is low in this country. That people don't know who serves in the president's cabinet, or who their local legislators are. This kind of information matters to us more when we put it to use by conversing, arguing and debating with each other. We can better test and refine our opinions by interacting with others, not by simply listening to the pronouncement of television commentators. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant que ces lieux n'existent plus, sacrifiés sur l'autel du profit capitaliste, dans une société morcelée où plus personne ne veut s'asseoir à la même table autour d'un arabica? Eh ben, on essaye de les reconstruire. On doit essayer de rebâtir ces lieux qui ne sont pas basés sur le repli sur soi, sur le prestige, sur l'estime, sur la marque, sur l'appartenance, mais bien sur l'échange et le partage, avec toujours ce fond de jeu, d'humour et d'esprit. On pourrait imaginer que ça passe par des décisions d'État, des investissements pour recréer ces endroits, pour les considérer comme un service public en fait, et pas comme quelque chose de commercialisable. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui pourraient dire mais ça va coûter trop cher, je pense qu'en termes de santé mentale, ce serait même financièrement intéressant pour l'État. En gros, ouvrez des cafés, pas des cabinets de psychiatrie. Parce que le tiers-lieu, il est à l'évidence pas viable dans un système capitaliste, et que c'est pourtant un besoin vital pour la survie de la société. Pas des sociétés,
de la société. Mais j'insiste, avec toujours un peu de jeu, un peu d'humour, un peu d'esprit. À mon avis, c'est un des critères d'Oldenburg qu'on a un peu trop laissé de côté dans tout cet exposé, et au risque de paraître extrêmement bisounours, au cœur de tout ça, il y a le rire, le sourire, le plaisir d'être ensemble. En somme, à la fin, le One Piece, c'était l'amitié. Parce qu'en étant trop sérieux, on perd le sens de la vie et on devient Starbucks ou WeWork. Les révolutions se sont faites dans des cafés, oui, c'était du sérieux, oui, mais c'était aussi l'art, la philosophie et le rire. Parce que quand on rigole avec un papy grec autour d'une partie de domino, on coud doucement un peu du fil doré qui fait tenir le tissu du monde. Et si on compte sur les Schulz ou les Newman pour tricoter notre humanité, il ne restera bientôt plus que l'entre-soi, les clubs de golf pour les uns et les cages d'escalier pour les autres. Bon, sacré épisode, hein. Perso, j'ai trouvé le sujet passionnant, j'espère que j'aurai au moins réussi à vous transmettre ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ou même à parler entre vous, hein. Vous savez à quel point c'est ça qui me fait plaisir et qui me motive à continuer à bosser pour faire du YouTube. Ça compte vraiment. Évidemment, pouce bleu, abonnement, partage, enfin tu connais la classique pour aider la chaîne. Vu qu'on a évoqué 2 vidéos qui sont en fait très complémentaires à ce sujet, si vous êtes nouveau, je vous recommande vraiment d'aller les voir. Il y a cette vidéo sur l'organisation scientifique du travail vue autour de l'invention du cubicle, de l'open space moderne par Robert Probst, et cette vidéo qui parle des ronds-points en tant qu'objet technique, mais surtout de son utilisation en tant qu'agora politique ces dernières années. En plus, honnêtement, c'est 2 vidéos dont je suis toujours assez content et même plutôt fier, donc ça me ferait très plaisir que vous alliez les voir. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'arroser vos plantes et d'aller voter le 9 juin. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Yassas Malakes.